Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro exceptionnel de la pêche en question, réalisé sur le plateau de Campagne TV au Salon international de l'agriculture. Exceptionnel aussi avec des invités d'exception que je vous présenterai dans quelques instants. Mais tout de suite, direction l'un des endroits les plus fréquentés de ce salon, c'est le pavillon de Pavillon France, l'espace où l'on apprend tout sur le poisson, sur la pêche, sur les marins et sur tous les métiers de la mer, où nous retrouvons notre reporter Pascal Berthelot. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. En effet, je me trouve sur le stand de Pavillon France et vous le voyez, beaucoup de monde autour de moi, beaucoup de monde, beaucoup d'enfants notamment, parce que vous le voyez, il y a des ateliers culinaires. Regardez, vous les voyez, ces bambins avec leurs tabliers bleus et jaunes, ils sont en train d'apprendre des recettes, des bons petits plats de poissons, des filets de maquereau par exemple, ou encore des petits choux sucrés, salés à la langoustine et au sésame. Voilà, là c'est vraiment l'attraction principale. Vous les voyez, ces enfants, les parents aussi bien sûr peuvent apprendre de bonnes recettes ici sur le stand de Pavillon France et on ne sait plus où se tourner tellement il y a de choses. Regardez, ici il y a un étal de poissons. Devant moi vous voyez un maigre, énorme poisson qui fait 1 mètre de long. Vous avez ici une morue qui doit faire, allez on ne l'a pas mesurée mais elle doit faire 70 cm de long. Vous avez beaucoup de choses, il y avait un homard tout à l'heure qui est maintenant préparé. Vous avez des langoustines, vous avez du turbo. Il y a énormément de choses à voir, à faire ici, beaucoup de jeux pour les enfants. Montrez-nous ce qu'on peut faire et ce qu'on peut voir sur ce stand, Pascal. Alors venez, je vous emmène, venez voir. Ici, vous allez voir, il y a le port. Et sur le port, pardon, voyez, nous traversons, c'est la cohue. Sur le port, il y a des jeux pour enfants. Il faut découvrir le nom des poissons. Vous les voyez, regardez par exemple ici, on peut ici découvrir, faire jouer les enfants avec une carte des ports et une carte des poissons que l'on peut pêcher en France. Les enfants doivent reconstituer la carte. Regardez-moi ça. Sardines, anchois, dorades autour de Marseille. Vous avez la sèche, la coquille Saint-Jacques à Cherbourg de l'autre côté du pays. Vous avez également un autre jeu. Regardez, suivez-moi par ici. Vous pouvez apprendre, les enfants, c'est très ludique hein, ce stand Pavillon France. Les enfants apprennent la différence entre les filets. Regardez-moi ces filets. Le filet du haut, c'est le filet, j'allais dire, traditionnel. Et le filet juste en dessous, les deux filets en dessous, ce sont de nouveaux filets qui permettent de ne capturer que les poissons qui ont la bonne taille. Les poissons qui ont des tailles plus petites ne passent pas, ne sont pas retenus par ces filets. Et puis enfin, le clou du spectacle, regardez avec moi, l'aquarium. Alors là, je vous l'ai gardé pour la fin parce que c'est le meilleur. Regardez. Ce spectacle est tout simplement magnifique. Vous avez une trentaine de poissons devant vous. Ils sont là, un aquarium tout en hauteur. Et je trouve que c'est fantastique. Nous avons un turbo. Et nous avons notamment aussi, regardez là-haut, la raie qui va respirer au niveau de la surface de l'eau. C'est un spectacle grandiose. Petits et grands se régalent. C'est vraiment extraordinaire ici tout ce qu'on peut voir au stand Pavillon France. Je sens que vous vous amusez beaucoup Pascal. On vous retrouvera tout à l'heure pour parler d'autres aspects de la pédagogie, notamment en direction des enfants. Nos invités, je vais vous les présenter. En tout cas, je vais vous en présenter un, Gérard Romiti, qui est président du Comité national des pêches. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors, vous êtes le représentant de tous les marins-pêcheurs français. Mais je dirais que vous êtes avant tout et surtout pêcheur vous-même et pêcheur en Corse, du côté de Centuri. Tout à fait, je suis de Cento, du Cap Corse. Un petit port de pêche tout à fait sympathique. On y pêche quoi à Centuri? La langouste? Priorité de la langouste, oui. Voilà. Et on retrouvera dans quelques instants sur le plateau de la pêche en question Guy Martin, le chef du Grand Véfour. Mais comme la plupart du temps au Salon de l'Agriculture, c'est toujours un peu difficile d'accéder au stand et au plateau de télévision. Alors, je vous le disais tout à l'heure, nous allons répondre à toutes vos questions, à toutes les questions que vous vous posez sur le poisson, sur la pêche, sur la cuisson du poisson. Et on commence avec Christophe, c'est un visiteur qui est originaire de l'Essonne. Écoutez plutôt. Bonjour, je voulais savoir pourquoi le prix du poisson était souvent élevé. Ah, Gérard Romiti, le prix du poisson, ça c'est un vrai problème et c'est un problème qui revient régulièrement sur les comptes Twitter et Facebook de Campagne TV de la pêche en question. C'est cher le poisson. Vrai ou faux? Faux. Alors le poisson, il faut aller le pêcher avec des engins, avec des bateaux, avec des hommes. Il y a toute une filière qui est en place. Et si vous voulez, c'est le juste prix. Donc il y a tout un travail de commercialisation, d'étiquetage, et on va y revenir. Donc il y a
Je pense que le poisson, comme d'autres espèces, par exemple comme la viande, aussi il y a une éducation du consommateur à faire parce que tout le monde veut manger que certaines espèces de poissons. C'est très important. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a quasiment un top 3 du poisson, hein. Qu'est-ce qu'on mange le plus en France? En France, on mange alors du saumon. Ce qui n'est pas forcément un poisson produit et élevé en France. Non, pas pêché souvent. Et après, il y a le cabillaud, il y a le lieu noir et la sole. Et après aussi, les coquilles aussi, la coquille Saint-Jacques qui arrive quand même en 6e position où il y a vraiment un bon marché. Alors quand on dit le poisson est cher, qu'est-ce qui fait le prix du poisson? Quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte? Déjà, je dirais les conditions météo pour aller le pêcher. Parce que si c'est mauvais temps, après il y a les saisonnalités, très important. Et après, il y a la qualité aussi. Parce que pour fournir une qualité, il faut de la glace, il faut des hommes, il faut des marins embarqués, il faut des gens responsables. Après, il y a les criers, le poisson est retravaillé en crier. Et après, il est amené dans les GMS ou dans les marchés ou dans les poissonniers qui, eux, retravaillent le poisson. Après, en plus, maintenant, il y a une nouvelle clientèle qui exige qu'on fasse défiler du poisson. Tout ça, c'est une main-d'œuvre. Et quand la personne s'en va, personne ne laisse le petit pourboire au poissonnier. C'est compris dans le prix. Et quand on laisse les filets, effectivement, quand on lève les filets, pardon, il y a toujours des sous-produits qui restent, qu'on n'utilise pas, mais qu'on pourrait valoriser. On pourrait valoriser, oui, certainement. Mais est-ce qu'on peut se faire plaisir avec des poissons pas chers? Tout à fait. Et lesquels? Par exemple, vous avez le maquereau, le chinchard, d'autres espèces qui sont soi-disant de deuxième classe. Il y a du poisson qui à 5, 6 euros, 8 euros, à 6 euros, on peut nourrir 1 kilo de poisson, un pied de salade, on nourrit une famille. Il faut apprendre à le cuisiner. Je vous remercie du reportage parce qu'on cible la jeunesse. Il faut savoir aussi que notre clientèle d'âge a entre 50 et 60 ans aujourd'hui. Ceux qui travaillent le poisson, tel qu'on le présente, tel qu'on le trouve aujourd'hui sur les étals. Alors le prix du poisson aussi change en fonction des saisons. Par exemple, on voit, vous parliez de la sole à l'instant, la sole elle peut voir son prix multiplié par 2, par 3 à certaines périodes de l'année. Il faut savoir aussi à quel moment on achète son poisson. Tout à fait. Donc les gens maintenant, ils vivent à l'heure de Internet, des tweets. On veut manger tout en même temps et quand on veut. Donc il faut manger le poisson selon les saisons, mais il faut comprendre aussi que souvent nos bateaux partent à 20, 30, 40 000 des côtes, 100 000. Si vous avez force 11 ou 12, vous n'avez pas de poisson, vous revenez avec les cales à moitié vides. Donc le prix grimpe, c'est l'offre et la demande. Donc il y a 3 facteurs qui rentrent en jeu et qu'il faut tenir compte. Donc après le pêcheur aussi, selon la saison en période de reproduction, on ne pêche pas. Je prends un exemple pour sortir du poisson, la coquille Saint-Jacques, on ne pêche pas pendant l'été. Alors qu'on aurait une forte demande. Mais elles sont en pleine reproduction, elles grandissent. Et on les garde, alors que d'autres pays européens les pêchent pendant l'été. Alors on va retourner dans les allées du Salon international de l'agriculture avec les téléspectateurs de Campagne TV. Écoutez cette question, Gérard Romiti, elle est pour vous. Je me pose la question suivante. Quels sont les poissons les plus consommés? On a quasiment répondu tout à l'heure. Hein. Comment vous expliquez que le saumon et le cabillaud soient à ce point les poissons les plus consommés en France? Mais je suppose qu'à l'étranger, chez nos voisins européens, ça doit être à peu près la même chose. Il faut savoir que le saumon est un poisson d'importation à 80%, 85%, qu'il est d'aquaculture. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'est pas bon. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire parce que je défends aussi l'aquaculture. Mais facilité, surtout beaucoup de lobbying, beaucoup de facilité, beaucoup de recettes, d'où le travail que nous faisons avec Pavillon France, avec le stand, parce qu'on touche beaucoup de gens et on a besoin de nous faire connaître, quoi. Et est-ce que vous diriez que finalement, le saumon, c'est un petit peu l'équivalent du steak haché pour la viande de bœuf? La chose la plus simple qu'on peut préparer quasiment les yeux fermés? Oui, ça me fait penser que par exemple le cabillaud, qui était, je dirais, un poisson dans ma jeunesse on boudait, aujourd'hui le dos de cabillaud est une matière noble. Et pour revenir un peu à la viande, tout le monde veut manger le filet. Mais le pot-au-feu, personne ne le veut. La carcasse, le paysan, il ne sait pas quoi en faire. Mais c'est parce que ça a peut-être sauté des générations aussi. On n'apprend plus à cuisiner le poisson. La façon de cuisiner le poisson, on en reparlera tout à l'heure sur le stand de Pavillon France, c'est un petit peu d'huile et puis on fait vite revenir avec un peu de farine. Le poisson, plus il est fait simplement,
avec de l'huile d'olive chez moi ou du beurre en Bretagne, c'est très facile. Moins on le complique et mieux il est bon. Et je pense que c'est l'utilité aussi d'une telle émission, et je vois encore les enfants, je suis très heureux de voir ça, c'est d'apprendre ce que nos grands-mères, ce que nos mères ont fait. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui de consommation, où tout le monde, le couple travaille, aussi, tous les deux, l'épouse travaillant aussi souvent et le mari, donc on n'a plus le temps. Donc il faut que le pêcheur aujourd'hui s'adapte à la nouvelle génération, à la nouvelle cuisson, à la nouvelle façon de préparer. C'est pour ça qu'on va beaucoup sur les filets. Facilité, c'est pas une facilité, c'est la société moderne qu'il faut. Il faut donner le produit à la personne en l'éduquant. On a un vrai savoir à transmettre. Le savoir-faire empirique de la profession doit être transmis, y compris culinairement. Alors, vous le savez, ce salon de l'agriculture, on le visite en famille et c'est souvent l'occasion pour les grands-parents de poser certaines questions comme Bayard, qui est un visiteur du Val-de-Marne. Alors, quelle astuce peut-on avoir pour faire manger du poisson aux enfants? Alors, on va peut-être refaire un petit tour du côté du stand de Pavillon France dans quelques secondes avec un chef. Mais vous, Gérard Romiti, comment on fait aimer le poisson aux enfants? Parce que il y a Coluche qui faisait cette plaisanterie il y a quelques années, qui disait que le poisson pour les enfants, c'était un rectangle avec des yeux dans les coins. Quand ils voient par exemple une lotte, ça ne fait pas rêver. Même nous adultes, ça ne nous fait pas forcément rêver, même si c'est une promesse d'un poisson de qualité. Alors comment on les amène à goûter le poisson? Déjà les parents, donc, en les apprenant tout petits, je crois à l'âge de 4-5 mois, lui donner le goût du poisson, la passion du poisson, en sachant que le poisson le plus gras est moins gras que la viande la plus maigre, c'est très important. Je pense aussi qu'il y a justement toute l'utilité de cette promotion que nous faisons. Il y a l'éducation du parent, mais l'éducation de l'enfant. Et après, si vous voulez, ça va tout seul. C'est vrai que souvent, on prend goût au poisson quand on fait les analyses et qu'on voit le taux de cholestérol qui monte ou le diabète, on dit « si j'avais mangé un peu plus de poisson étant jeune, j'en serais pas arrivé à ce stade-là ». Et c'est sûr qu'il y a un travail d'éducation, puis peut-être aussi un travail à faire dans les écoles, parce que c'est là que se forme le goût. Les écoles font de la facilité. Les écoles font manger aussi à des enfants du poisson qui n'est peut-être pas forcément de nos côtes françaises. Donc il y a tout un travail qualité-prix. Là aussi, il faut que les écoles nous suivent sur au moins une fois à 2 fois par semaine de manger du poisson. Alors, quand je vous disais que le Salon international de l'agriculture, c'était aussi le Salon international de la grande aventure, bonjour Guy Martin. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. C'est un peu compliqué pour venir à la porte de Versailles. On vit ça tous les jours. Et vous arrivez au moment où justement on a une question qui se pose à nous les parents. Comment faire aimer le poisson aux enfants? Vous, comment vous vous y prenez? Vous qui êtes chef étoilé. Il y a plusieurs solutions, hein. Mais je crois que la meilleure, c'est d'associer le poisson avec, par exemple, des féculents, avec des pommes de terre, avec des pâtes, avec du riz. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est de ne pas forcer. Surtout avec les enfants. Moi, je vous en parle avec mes enfants, hein, et ça a plutôt bien marché. Et un peu sous forme de jeu, les faire goûter. Expliquer un petit peu le poisson, d'où il vient, poisson d'eau douce, poisson de mer, un peu sous forme de jeu, sans les bloquer, faire goûter, et puis après plusieurs fois, que ce soit pour les poissons, pour les champignons, pour les légumes, c'est pas non plus toujours facile, je vous promets que ça marche. La recette que vous proposez aux enfants, vous par exemple, quand chez vous, en famille, vous devez faire manger du poisson. Alors, bon... c'est pas facile de demander ça à un chef étoilé, parce que... Alors écoutez, ça va vraiment dépendre du marché, le marché que j'ai fait, est-ce que ça va être des plis? Si c'est la plie, la chair est un petit peu moins ferme, on va dire, que la sole. Moi j'aime bien les faire entières, meunières comme ça peut être en filet. Ce qu'il faut surtout, sur chaque recette, c'est donner de l'amour. C'est donner de l'amour et de l'associer toujours, si possible, avec un légume de saison. Et puis aussi le féculent, ça marche vraiment bien. Bon, il y a seulement un problème pour les enfants, c'est les arêtes. Voilà, c'est un problème. Maintenant, par exemple, des poissons comme la lotte, ça passe. Et puis vous savez que quand le poisson est assez conséquent, par exemple un bar en croûte de sel,
on les enlève et puis on explique. Alors effectivement, pour les plus jeunes, c'est bien de fileter, de faire en filet, en darne. Et puis là, c'est une sécurité complète. Alors, une autre question revient régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est celle-ci, est-ce que l'on peut manger de tous les poissons toute l'année? Alors, on retourne sur le stand de Pavillon France avec Pascal Berthelot en compagnie d'un expert. Oui, bien sûr, un expert. Est-ce qu'on peut manger? Nous sommes avec Philippe qui est pêcheur au Guilvinec en Bretagne. Regardez tous ces beaux poissons qui sont sur cet étal ici au stand de Pavillon France. Philippe, est-ce qu'on peut manger de tout le temps? Disons, il y a certaines espèces de poissons que oui, on peut manger à toute époque. Comme la lotte, ça vous pouvez en manger toute l'année, du turbo aussi à toute l'année. Par contre, il y a des poissons qui sont plus saisonniers, comme là je vois là-bas on a du lieu, le lieu jaune. C'est plus la période, là en ce moment, l'hiver, là c'est la pleine saison du lieu. Qu'est-ce que vous avez de la saumonette de Démisol. Là c'est la pleine période aussi, là qui va durer à peu près jusqu'à fin mars, début avril. Par contre, là vous avez des espèces comme la langoustine. Là on n'est pas en saison de langoustine, la saison de langoustine va commencer à peu près en avril et ça va se terminer en août. Par contre, vous avez quand même de la langoustine toute l'année. Là, vous avez le cabillaud qui, une fois qu'il est transformé, qui devient la morue, une fois qu'il est séché et salé, ça devient la morue. Ça, c'est plutôt une période qui va être du mois de septembre à fin février, mars, au plus tard, quoi. J'entendais souvent ma maman qui disait le poisson, c'est parfois les mois en R. Est-ce que c'est l'hiver qu'il faut manger du poisson ou pas? Oh non, pas spécialement l'hiver. Les mois en R, c'est plutôt pour les huîtres. Bien que maintenant, les huîtres, ils sont élevés de manière que même dans les mois qui ne sont pas en R, soient pas laiteuses. On disait ça parce qu'avant, dans les mois qui n'étaient pas en R, les huîtres étaient laiteuses, quoi. Est-ce qu'il y a plus de poissons l'hiver? Il y a plus de poissons l'hiver, oui, l'été. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est dû au Gulf Stream et c'est saisonnier aussi. Hein. Il y a certaines espèces de poissons qu'on a moins, comme le Saint-Pierre, que là, vous n'avez pas sur l'étal. Saint-Pierre, que la période de pêche de Saint-Pierre est du mois de juin, juillet, qui va durer jusqu'à peu près Noël, quoi. Merci beaucoup Philippe, merci à vous. Vous voyez, il y a quand même une petite saisonnalité. Certains poissons, on les trouve en plus grand nombre l'été, d'autres plus l'hiver, mais on en trouve sur les étals toute l'année. Alors moi j'aurais une question à vous poser à tous les deux, Guy Martin, Gérard Romiti. Est-ce qu'on peut parler de saisonnalité du poisson en termes de calendrier ou de saisonnalité en termes de réglementation et de date de pêche? Gérard Romiti tout d'abord. Bon, c'est un peu une question piège. On a une réglementation de la politique européenne, plus on a notre politique nationale, mais qui fait qu'on a des quotas. Donc ça, c'est encadré, il n'y a pas de problème. Les quotas, on rappelle, hein, c'est les quantités de poissons que peuvent pêcher les pêcheurs dans une année de telle espèce, d'espèces qui sont soumises à quotas. Mais la saison, c'est très important. Je suis très heureux de ce qu'a dit le pêcheur. On est en phase avec ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire manger du poisson selon la saison, et il n'y a que du bon poisson, il faut savoir le travailler. Alors Guy Martin, je suppose qu'au Grand Véfour, il n'y a pas de poisson tout le temps à la carte et qu'il y a des saisons où en tout cas l'inspiration vient peut-être plus. Oui, bien sûr, on suit les saisons, mais vous savez, ça paraît naturel, mais d'un autre côté, le poisson, il bouge aussi. Hein. Donc quand c'est forcément la saison dans le sud-ouest, ça n'est peut-être pas en Bretagne, mais c'est vrai aussi qu'avec les quotas, voilà, et je pense qu'il faut être aussi responsable et de donner le meilleur aux clients. Donner le meilleur aux clients, c'est le poisson de saison. Et en plus, c'est là où il sera le meilleur au juste prix. Donc il y a un gros travail aussi qui est fait pour ces pêcheurs. Je crois qu'il faut leur tirer, vraiment les remercier parce que c'est un travail au quotidien, c'est un travail qui est pénible et ils nous donnent un poisson de qualité exceptionnelle. Et c'est que du bonheur, poisson d'ailleurs de mer ou alors poisson de chez vous, hein, des lacs et des rivières bien sûr, des Alpes. Bien sûr, poisson, un petit ferrat par exemple. Le petit ferrat du lac Léman, lac d'Aix-les-Bains, il y a des ambles chevaliers, il y a des petites lottes, on trouve aussi encore des écrevisses. L'amble chevalier, c'est sans doute le roi des poissons d'eau douce. Oui. Hein, c'est juste exceptionnel. Les perches, les belles truites, des brochets. Non, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Alors, au Salon de l'Agriculture, on s'intéresse aussi aux différents poissons et à leur façon de les cuisiner, mais pas uniquement. Voyez la question de Mélanie, c'est une téléspectatrice de Saône-et-Loire. Dites-moi, je me posais la question, combien de temps puis-je garder mon poisson au réfrigérateur ?
Alors, si je pose, Guy, si je vous pose la question, vous allez me dire jamais. Un chef ne garde pas ses poissons au réfrigérateur, c'est du Non. frais immédiatement préparé, non? Alors écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi qui arrive d'un village à Hauteville-Gondon, à côté de Bourg-Saint-Maurice, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de poissonnerie et il y avait le poisson juste dans les grandes surfaces, on va dire le vendredi. Alors moi, le conseil que je peux donner en tant que privé, vaut mieux pas le garder longtemps, d'acheter ce dont on a besoin. Et puis si jamais on n'a pas de pêcheurs autour de nous, de maraîchers, de grandes surfaces ou de marchés, c'est de le surgeler, mais de le surgeler tout de suite, de pas attendre. Donc si on veut doubler les portions, on va doubler ces portions, les surgeler tout de suite à sa maison et puis ensuite les consommer. Mais c'est vrai qu'un poisson frais qui vient d'être qui n'a pas été pêché depuis très longtemps, c'est quand même une qualité incroyable. Alors, est-ce qu'en congelant un poisson, on perd de la qualité et on perd de la saveur? Forcément, un produit congelé n'est pas aussi bon qu'un produit qui vient d'être pêché, mais c'est quand même, selon la façon dont il est apprêté ensuite, je trouve que c'est mieux que de garder un poisson dans le réfrigérateur. On n'a pas forcément les bonnes températures, c'est mélangé avec des légumes. Vous voyez, à la maison, c'est pas non plus très pratique, on n'a pas des super frigos hyper performants. Je crois que c'est une bonne solution, ou de l'avoir tout frais, si on a la chance d'avoir des grandes surfaces, des pêcheurs pas très loin, de l'acheter au fur et à mesure, un petit peu comme on pourrait acheter ses fruits, quelque chose de très frais. Alors on parle souvent de surgélation, mais en mettant les poissons sous vide. Ça peut être une solution aussi? Le sous-vide est un moyen de conservation, mais qui a du sous-vide à la maison? Il y a très peu de personnes. Moi, je dis le sous-vide à la maison, ça peut être dangereux. Donc, laissons faire les professionnels. Et je crois que la règle d'or, c'est d'aller un peu plus souvent sur les marchés et puis d'acheter en fonction vraiment de ce qu'on a besoin. Gérard Romiti, chez vous, à Centura en Corse, il y a un congélateur pour congeler le poisson ou pas? Ou vous allez vous lever et me mettre une claque parce que c'est une hérésie de parler de congélation à un pêcheur? Non, comme le disait le chef, c'est vrai que le poisson, il vaut mieux le manger frais. Et dans le poisson, tout est bon. Il n'y a pas de déchets. On peut faire des fumées, c'est pas moi qui vais apprendre au grand chef. Donc il y a une rentabilité aussi, le rapport qualité-prix. Maintenant, si le congélateur ou le surgélateur ou les produits surgelés peuvent pallier à la saisonnalité, là je suis d'accord. Mais quand on a la chance d'avoir, et surtout, je profite de ça aussi, lorsque vous aurez la consommatrice ou le consommateur, lorsqu'il y aura le pavillon France affiché dans une GMS, dans une poissonnerie, ça veut dire que le poisson est frais, consommable et inscrit dans une pêche durable et responsable. Ça, c'est très important. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des poissons qui sont plus fragiles que d'autres à la congélation. Je pense que le congeler des sardines, par exemple, ça ne donne pas le même résultat que congeler des tranches de cabillaud. Alors justement, parce que la sardine, si elle est rouge à la collerette, elle est morte. Elle est morte. Donc la sardine doit avoir l'œil brillant, pas rouge. Par contre, les autres poissons doivent avoir les ouïes rouges. C'est très important. Et puis après, il y a un rapport avec votre poissonnier qui s'installe et qui vous dit. Et ça, c'est important. Guy Martin. Vous avez tout à fait raison. Le rapport qu'on a avec son poissonnier, il est capital. Parce qu'il faut vraiment lui faire confiance. C'est le professionnel. Il va nous donner les bons tuyaux, exactement ce qu'il faut faire. Et là, c'est vrai. Et c'est vrai, la petite étiquette aussi, aujourd'hui, a une vraie traçabilité sur le poisson. Sur ce poisson français, c'est quand même juste extraordinaire. On sait à peu près où il est pêché, dans quelle mer et tout. Je trouve que c'est vraiment, il y a eu des très très gros efforts de fait pour cette traçabilité. Le consommateur peut être assuré. Est-ce qu'il vous arrive parfois, quand vous faites vos courses, quand vous achetez votre poisson pour le Grand Véfour, de dire non, finalement, ça va pas coller, je le sens pas ce poisson pour faire une recette? Nous, ça fonctionne pas exactement comme ça. C'est-à-dire, on a une carte qui va suivre les saisons et il y a une relation absolument de confiance avec mes poissonniers. Donc, ils savent que j'aime les gros turbos, par exemple, de 8, 10, 12, 14 kilos. Donc, et puis, si jamais dans la pêche, il y a un beau bar qui n'est pas à ma carte, mais il dit, tiens, j'ai quelque chose, une belle pièce, il va me la mettre d'office. Mais il y a une vraie relation de confiance et je peux vous dire que nous, notre poisson, on a une qualité qui est juste extraordinaire. Comme tous mes confrères, on a vraiment une qualité qui est extraordinaire parce qu'il y a des vrais professionnels qui font bien leur métier. Et puis ce qui a vraiment progressé dans les 10-15 dernières années, c'est aussi l'acheminement. Ça va très très vite maintenant des principaux ports de pêche ou de Rungis jusque dans toutes les maisons. Ça va beaucoup plus vite qu'avant. Donc il y a une vraie... à ce niveau-là, au niveau de la fraîcheur, il y a une vraie fraîcheur qu'on peut avoir sur les poissons, bien sûr. Tiens, justement, Gérard Romiti, ça met combien de temps un poisson quand il sort d'un bateau et qu'il arrive, par exemple, à Rungis?
Donc il faut savoir ce que disait le chef, c'est qu'il y a une vraie traçabilité. Le poisson est mis dans la glace, souvent même en saumure maintenant, étiqueté si c'est pris à la ligne ou à tel engin. Hein. Et ça varie entre, lorsqu'il repasse en criée, soit 4 jours, 5 jours, 48 heures, maximum. La chaîne de froid, il faut que le client sache que la chaîne de froid du bateau jusqu'au restaurant, il n'y a pas de rupture de la chaîne de froid. Et là, les DSV, les contrôleurs, mais aussi, nous y tenons, nous, à la qualité. C'est-à-dire pêcher moins et vendre mieux. Alors, on va retrouver notre reporter Pascal Berthelot, parce que moi, j'aurais une question à vous poser, Pascal. On revient régulièrement sur Facebook et on lit cette question. Ah oui, le poisson, c'est bien, mais il y a l'odeur. Alors, vous êtes au milieu des poissons avec des poissonniers, des pêcheurs. Parlez-nous un peu de cette odeur du poisson frais. Mais Bon, voyez, est-ce que ça sent quelque chose là où vous êtes? Eh ben voilà, je me penche et je peux tout vous dire. Alors, je ne sens quasiment rien. Hein. Moi, je suis désolé, je ne sens rien. Alors, je me trouve avec un marailleur grossiste, Monsieur Ziegler. Est-ce qu'un bon poisson frais, ça doit sentir quelque chose? Qu'est-ce que ça sent? Un bon poisson frais ne sent rien, si ce n'est qu'il sent la mer, qu'il sent l'iode. Un poisson ne dégage pas d'odeur en soi et surtout pas une odeur désagréable. Et après, quand il vieillit, est-ce qu'à l'odeur, on peut reconnaître qu'un poisson devient inconsommable? Quand il sent vraiment mauvais, ça devient vraiment grave. Donc c'est que le délai est dépassé. Mais il peut avoir une odeur s'il est confiné dans un emballage, dans une boîte. Quand on ouvre, il y a une légère odeur. Mais un poisson, il faut attendre un petit peu, ça va passer. Mais un poisson n'a pas d'odeur. Et quand ça sent, c'est déjà dépassé. Parfait, donc c'est très clair. Donc le poisson frais n'a pas d'odeur. Quand il commence à sentir fortement, mieux vaut pas le manger, Philippe. Alors, Guy Martin, comment on repère un poisson frais quand... Alors vous me dites, j'ai des relations de confiance avec mon poissonnier, mais vous allez quand même de temps en temps sur les étals pour voir. Non mais oui, mais il y a deux choses. Je parlais aussi du consommateur lambda. Bien sûr, on va regarder les huiles, l'œil brillant, la rigidité. Mais au-delà de ça, il y a une vraie relation de confiance qu'on doit établir avec son fournisseur. On doit être capable de lui poser que ça soit sur les marchés, que ça soit dans les grandes surfaces, lui poser des questions. D'où vient le poisson etc. De quelle mer et la personne normalement devrait vous répondre. Si elle vous répond pas, il faut changer de crémier. Mais sinon, les poissons aujourd'hui sur les étals des marchés, ils sont super frais. Alors, il y a des changements aussi, Gérard Romitier, en matière d'étiquetage. On en a déjà parlé dans cette émission. Un nouvel étiquetage européen qui permet d'en savoir un peu plus sur ce poisson, d'où il vient. Mais est-ce qu'on n'a pas complexifié le dispositif? Parce qu'avant, on disait, oui, il vient de l'Atlantique Nord-Est. Maintenant, on nous donne la zone précise. Est-ce que ça change quelque chose pour nous, les consommateurs? Je pense que la traçabilité, la lisibilité, vous l'avez. Maintenant, c'est vrai que depuis le 1er janvier, il y a une traçabilité de la PCP, la politique commune des pêches, où il faut mettre le nom en latin, l'engin qui a été pêché, donc il y a 7, 8, 10 engins différents, donc ça peut compliquer. Mais si vous avez le pavillon France marqué dessus, ça simplifie tout. Voilà, on se fie à l'étiquette Pavillon France. Alors, on va rester en cuisine, Guy Martin, parce que là, j'ai une question de Francine, une téléspectatrice de Seine-et-Marne. C'est une question pour vous. Bonjour, je voudrais savoir comment masquer l'odeur du poisson pendant la cuisson. Alors ça, c'est pire que le conseil pour masquer l'odeur du chou-fleur quand on fait du chou-fleur à ses enfants. Hein. Est-ce qu'on arrive à masquer? Non, mais masquer l'odeur du poisson, mais il n'y a pas à le masquer. L'odeur qui se dégage, c'est une odeur iodée, ça peut être une odeur un peu d'algue, mais si ça sent fort, c'est que le poisson a un problème. Donc il ne faut pas le garder. Mais je veux dire, ça sent pas mauvais, c'est pas des odeurs désagréables. Donc de toute façon, je vais vous dire, par exemple, prenez un poisson, vous le faites à la meunière, donc à une poêle avec du beurre ou de l'huile d'olive ou de l'huile d'arachide ou de l'huile de pépins de raisin. Il n'y a qu'une bonne odeur. Enfin, vous voyez, ou un poisson qui est courbouillonné ou cuit à la vapeur, ça sent bon, il n'y a pas de mauvaise odeur. Et là, comme disait précédemment le pêcheur, s'il y a des mauvaises odeurs, c'est que le poisson n'est pas bon, donc il ne faut pas le garder. Et je crois que la question de la téléspectatrice, c'était surtout quand on fait ce poisson, il y a parfois un peu d'odeur. Alors on peut faire des papillotes, par exemple, et là, on n'a plus d'odeur.
Là, on n'a pas d'odeur. Oui, des papillotes, meunière, il n'y a pas d'odeur. Cuit avec un couvercle, il n'y a pas d'odeur. Mais je veux dire, de toute façon, quand on cuisine un poisson, vous rôtissez un poisson entier au four, il n'y a pas d'odeur. Ça ne dégage pas des odeurs, des mauvaises odeurs, ou peut-être un petit peu d'iode, mais voilà, c'est la cuisine. Allez, on va retourner sur le stand de Pavillon France avec Pascal Berthelot, avec des collègues à vous, Guy Martin, des cuisiniers qui initient les enfants à la préparation du poisson. Alors Pascal, sur le stand, ça donne quoi côté odeur? Parce que là, vous êtes en pleine recette, là. Alors là, bah, voyez, je me trouve en cuisine, à la cuisine de Pavillon France avec Eric, hein, le chef cuisine de Pavillon France. Et Eric, faites-moi sentir un petit peu. Qu'est-ce qu'on sent là? Ah oui, alors là, oui, on sent une odeur de poisson, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on sent? Alors on sent une dorade qui cuit juste à l'huile d'olive avec un petit peu de piment d'Espelette. Est-ce que ça veut dire cuisiner du poisson, forcément embaumer toute la maison et peut-être embêter les voisins? Non, ça ne veut pas dire ça. Le poisson, forcément, ça a déjà une odeur au départ. Donc quand on va cuire le poisson, il va y avoir une légère odeur, mais on ne va pas non plus embaumer la maison. Est-ce qu'il y a des trucs pour que ça sente un peu moins ou que ça sente un peu moins fort? Alors bien souvent, les gens, comme ils n'ont pas trop l'habitude de cuire le poisson, ils le cuisent à l'eau. Poché, et effectivement forcément on va dégager de la vapeur, donc on risque d'embaumer la maison. Donc là, la technique où on peut les faire en papillote, où on va emprisonner la vapeur dans une enceinte fermée. On peut le cuire aussi à la poêle de manière très rapide pour éviter justement qu'on ait un trop grand dégagement de vapeur, et effectivement là on va pas embaumer la maison. Parfait. Donc les conseils qu'on peut donner, c'est de ne pas cuire le poisson à l'eau, le faire soit poché, soit à la poêle, et ça sent beaucoup moins fort. En papillote, pas poché, en papillote. Merci à vous. Merci Pascal. Guy Martin, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la cuisine, c'est pas un laboratoire, quoi. Même si parfois on parle de laboratoire pour la charcuterie ou le fromage, on ne doit pas faire de la cuisine aseptisée. Non, mais de toute façon, je trouve que quand on rentre dans une maison puis qu'il y a des odeurs, c'est qu'on a tous monté dans des cages d'ascenseur. Pour ceux qui habitent Paris, il y a des odeurs de potage, tout ça, ou de plats qui cuisent. Mais ça donne envie. On dit, tiens, dans un appartement, ça cuisine. Ce que je voudrais juste te dire, c'est que tout ce qui est cuit meunière, donc meunière à l'huile d'olive, etc., cuisez une entrecôte, une bavette, ça va sentir, il y a de l'odeur, mais c'est plus l'odeur aussi de l'huile chaude ou de l'huile chaude qui va dégager une odeur plutôt que le produit par lui-même. Alors, on va retourner dans les allées du Salon international de l'agriculture. Il y a beaucoup d'enfants, normal, nous sommes... Il y a quelque chose qui me chiffonne. Gérard Romiti. Depuis tout à l'heure, je trépigne parce que Allez, je m'insurge Gérard. contre les odeurs. Les odeurs. Moi, je dis les senteurs, l'iode, la mer. Les odeurs sont dans le métro, peut-être. Mais si vous cuisinez du poisson, vous avez les parfums iodés, les parfums de la mer. C'est l'odeur de mon enfance, de mes grands-parents et des bouillabaisse que... Ah, j'en mangerai une maintenant. Mais c'est un parfum iodé. Et après, vous avez un système qui sont les bougies faites par les abeilles. Il a une très bonne marque, là, que je ne dirai pas. Non. Vous allumez votre bougie et voilà, et puis ça s'en va comme le chou. Donc on a bien compris, parce qu'il y a beaucoup de mangeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les odeurs, mais quand vous les invitez, que vous avez du bon poisson, ils le mangent. Hein. Ah, je suis sûr que quand on vient chez vous du côté de Chenturi et qu'on commence à préparer par exemple des langoustes, ça doit sentir très très bon. Alors je vous le disais tout à l'heure, beaucoup d'enfants dans les allées du salon puisque nous sommes en période de vacances scolaires et les enfants, eux aussi, veulent en savoir plus. Écoutez. Comment pêchent les poissons qu'on mange? Alors, les enfants, hein, ça Gérard, ils veulent savoir s'il y aura encore des poissons, comment on pêche les poissons qu'on mange. Alors comment on les pêche les poissons qu'on mange? Alors, les poissons qu'on mange, on les pêche. Il faut un bateau, un pêcheur. Bon, et après, voilà. Après, on l'a dit, il y a la traçabilité, donc ça c'est ok. Comment on les pêche? On les pêche. Il y a tous les filets, toutes sortes de techniques. Il y a différents. 10 techniques à peu près. 10 techniques. Donc il y a le chalutier, il y a l'art traînant, l'art dormant, la palangre, le casier, la scène danoise, la selle hollandaise, la scène écossaise, le chalut électrique, et je peux en citer. Donc, parce que le pêcheur a évolué. Donc, mais le poisson aussi, il y en aura toujours. Les enfants, manger du poisson, c'est bon pour la mémoire d'ailleurs. Vous aurez des bonnes notes. Et en plus, la profession s'est prise en main. La profession s'est prise en main. On ne fait plus les erreurs que nous faisions peut-être il y a 30 ans. Et aujourd'hui, il y a du poisson. Les stocks sont reconstitués. L'exemple du thon rouge, j'en ai un en Méditerranée. On nous avait prédit qu'en 2012, il n'y avait plus un thon rouge. Aujourd'hui, à tel point, les stocks sont reconstitués et on a même eu une augmentation de quotas. La France a obtenu une petite augmentation de quotas de 200 tonnes de plus et
il y a un avenir. Mais quand on voit cette affaire du thon rouge, on disait oui, les pêcheurs sont en train de ratisser les océans, il n'y aura plus rien, ça va être dramatique. Vous répondez quoi à ça? Je réponds que ça fait des millénaires que le pêcheur existe, que le pêcheur pêche, que le pêcheur gère, que les lois sont encadrées et que c'est vrai, on a une prise de conscience. Ça nous a permis. Après, on a des gens, je dois dire, qui ne nous aiment pas. Donc, mais nous défendons le savoir-faire empirique qui est ce beau métier de pêcheur. Dans votre restaurant, Guy Martin, est-ce que parfois, ceux qui sont à table vous disent il vient d'où ce poisson? Est-ce que ce questionnement dont on nous parle tant dans les administrations, dans le gouvernement, est-ce qu'il existe réellement chez les consommateurs clients du Grand Véfour? Bien sûr, en général, les clients veulent savoir, mais que ce soit pour les poissons, l'origine des viandes, les légumes, qui fait nos légumes, bien sûr. Et je trouve que c'est vraiment important, savoir, par exemple, de quelle côte viennent, et de pouvoir parler aussi de la façon dont ça a été pêché, bien sûr. Et je rejoins ce que dit monsieur, il y a une vraie prise de conscience depuis quelques années des pêcheurs, et parce que c'est aussi leur outil de travail. Au-delà de la philosophie qui reste du poisson, c'est aussi leur outil de travail, et ils ont très bien compris qu'en ayant des pêches raisonnées, eh bien, le poisson de nouveau serait là, et le thon rouge en est vraiment l'exemple concret. Et je dois dire que les pêcheurs français sont vraiment responsables. Du thon rouge, par exemple, il peut y en avoir à votre carte? Il peut y en avoir, et nous déjà, lorsqu'on fait, c'est que quand le thon était menacé, on l'avait arrêté de la carte, par solidarité, voilà. Donc c'est aussi d'avoir un acte responsable, et après de faire confiance au pouvoir public et aux pêcheurs pour nous donner ce qui peut être pêché. Alors, il y a un équilibre dans tout ça, Gérard Romiti, ça va du pêcheur aux marailleurs, aux distributeurs, mais même aux restaurateurs. Parce que finalement, Guy Martin nous parlait de cet acte de solidarité, de dire, bon, j'enlève le thon rouge pendant quelques temps de ma carte, le temps qu'on y voit un peu plus clair. C'est une immense filière qui va du début à la fin, y compris dans les restaurants étoilés. Tout à fait, mais c'est très important parce que nous sommes liés, nous sommes dans la même chaîne. Et ce qui est important, c'est les gens aussi qui mettent leur amour, leur passion à travailler ce produit, à le transformer. Plus ils transforment, plus les gens mangent de poisson, plus mes pêcheurs gagnent leur vie. Et ça, c'est très important, cette chaîne de solidarité qu'il y a. Donc c'est une chaîne socio-économique et culturelle. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on retourne sur le stand de Pavillon France avec Pascal Berthelot. Pascal, une question que posent beaucoup d'enfants. D'ailleurs, en théorie, les enfants de moins de 13 ans ne devraient pas être sur Facebook, mais malgré tout, ils y sont. Et cette question, c'est est-ce qu'il y aura encore des poissons dans la mer? Comme quoi, certains messages de certaines associations peuvent faire un peu des dégâts dans la tête des enfants. Alors répondez-nous, est-ce qu'il y aura encore des poissons dans la mer? Est-ce qu'il y aura encore des poissons dans la mer? Cette question, je vais la poser à Sylvie, la conteuse de Pavillon France, qui, vous le voyez, raconte de jolies histoires aux enfants qui peuvent s'allonger, se détendre ici sur le stand de Pavillon France. Sylvie, je vous pose la question. Vous ne vous allongez pas, on a besoin de vous jusqu'à la fin de l'émission, Pascal. Hein? Oui, ne vous inquiétez pas, je reste là, on fera le tour complet, ne vous inquiétez pas. Alors Sylvie, est-ce qu'il y a encore des poissons dans la mer? Bien sûr, bien sûr. Je suis rochelaise, donc je peux vous dire que je vois les poissons arriver, j'habite juste à côté, la criée de La Rochelle, mais on a aussi celle de la criée de la Cotinière, celle de Royan, et je peux vous dire que oui, bien sûr, on voit les bateaux arriver, ils sont pleins de poissons. Est-ce qu'il y a dans les jolies histoires, dans les contes que vous racontez aux enfants, des histoires qui parlent de l'avenir du poisson, de l'avenir de l'humanité? Des messages même très 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 forts, notamment un conte auquel je pense, qui parle de massacre, d'extermination en fait, donc des espèces, si on ne fait pas attention à la manière dont on pêche. Donc, comment il s'appelle ce conte? Alors ce conte s'appelle Les ailes de la mer, et en gros le message dit ne prends à la mer que ce que la mer veut bien te donner. Et ce message aujourd'hui, est-ce que les pêcheurs l'ont entendu, vous qui êtes ici au stand Pavillon France? Bien sûr, et Pavillon France en plus défend très exactement donc cette grande valeur qui est effectivement de respecter les poissons, de respecter les saisonnalités, de respecter les espèces, de respecter les temps où il faut pêcher, les métiers aussi de la pêche, les métiers de la mer, donc oui. Faites-nous rêver, qu'est-ce qu'il dit en résumé ce conte sur l'avenir de l'humanité?
un grand rêve, on protège la mer, puisque la mer, aujourd'hui comme demain, sera une éternelle ressource, une éternelle richesse dont il faut absolument donc protéger pour en avoir encore tous les bienfaits dans 30, 40, 50 ans. C'est beau la mer. Et que dit le papa pêcheur à son fils pêcheur? Alors très exactement, il lui dit d'Iliémo, ne prends à la mer que ce que la mer veut bien te donner, sinon tu provoqueras la colère de l'océan. Je pense que c'est avec cette phrase que je peux vous répondre, Philippe. Ne prends à la mer que ce que la mer veut bien te donner, sinon quelque part l'océan se vengera. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, Philippe. Absolument. Alors ça, c'est un conte malgache, Gérard Romiti, mais ça pourrait être très vrai aussi à Boulogne-sur-Mer, ça pourrait être vrai en Corse, ou ça pourrait être vrai aussi sur les lacs de montagne. Gérard. Oui, mais moi j'ai un conte aussi nouveau qui dit réensemencement la mer, parce que le pêcheur est un agriculteur de la mer. Alors, réensemençons la mer. Alors là, attendez, là, il y a réensemencer en matière de champs, de culture, je comprends. La mer, j'ai un peu plus de mal. C'est très facile. Nous avons des aquaculteurs en France qui ont le savoir de reproduire des espèces endémiques. Donc, il y aurait un jeu à faire, à mettre en place, et je pense qu'il se mettra en place dans les années futures. C'est-à-dire que si on a pris 100 tonnes, par exemple, on relâche 100 tonnes de juvéniles et qui deviendront adultes et qui mangent sauvagement. Ça s'appelle l'aquaculture extensive. Oui, j'allais dire ce que vous êtes en train de me raconter, c'est ce que c'est de l'aquaculture, quoi, non? On le fait déjà pour l'anguille, les gens ne le savent pas. On a eu 34 tonnes d'anguilles à pêcher cette année, civelles. 15 tonnes sont parties à la vente et le reste est parti au réensemencement de pays du Nord. Donc ça existe déjà, je n'invente rien. Donc petit poisson, tranquillise, sois tranquille, tu as un avenir. Guy Martin, poisson de l'aquaculture, c'est un gros mot pour vous? Non, il n'y a aucun gros mot, moi. Vous savez, non, il n'y a aucun gros mot, mais je voudrais rebondir aussi sur le fait, par exemple, dans le lac Léman, il y a quelques années, il y avait un peu des problèmes avec les ferrats. Il y a eu vraiment une recherche, pourquoi, la pollution, etc. Il y a eu des gros travaux qui ont été faits côté français, côté suisse, et aujourd'hui, de nouveau, la ferra et le frais allégamment. Donc ça veut dire que quand on est responsable, de nouveau, le poisson est là. Donc est réensemencé. Je trouve que c'est une très belle idée. C'est une très belle idée. Ça existe déjà dans certains lacs, ça existe dans les rivières, ça existe pour les anguilles. Nos amis japonais les adorent. Il y a une partie par là-bas, bien sûr, et je trouve que c'est une bonne chose. Alors, on a parlé tout à l'heure, Gérard Romiti, des quotas de pêche imposés par l'Union européenne, par Bruxelles, avec beaucoup de négociations. Ces négociations qui durent longtemps et qui durent tard le soir. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les pêcheurs n'ont pas attendu les décisions de Bruxelles pour s'organiser, pour limiter l'effort de pêche là où il fallait le limiter. Vous êtes organisés un peu entre vous. Tout à fait. Le comité national gère avec la direction des pêches et le ministère. Donc, je prends l'exemple de la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Là, il y a du réensemencement. Donc, je disais, on ne pêche pas de la coquille lorsqu'elle est en période de reproduction et qu'elle n'a pas la taille. Et surtout, nous travaillons sur la connaissance. Il y a un gros travail qui est fait entre Ifremer, les scientifiques et les pêcheurs. Et les quotas sont déterminés par rapport à un rapport scientifique. Donc, vraiment, le consommateur peut être tranquille lorsqu'une espèce donc, est mise sous quota et garantie. Ils peuvent l'acheter, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut dire aussi, quand je disais tout à l'heure que vous vous organisez entre vous, c'est qu'il y a des vieilles règles, des vieilles traditions maritimes où dans chaque port, il y a un responsable, quelqu'un qui est un peu le shérif de Nottingham de la pêche. Tout à fait, tout à fait. Bon, il y a le système de prud'homie, mais par exemple, le président du comité départemental ou régional attribue des licences de pêche. Il y a des quotas, les quotas sont alloués, il y a des organisations de producteurs. C'est vrai que le consommateur ne voit pas tout ça. C'est pour ça qu'on facilite la tâche par ce pavillon France. Et ça veut dire que du fond de l'eau, au pont du bateau, à l'assiette du restaurant ou à l'assiette de toute famille française ou internationale, c'est encadré. Alors pour terminer cette émission, moi je voudrais vous poser des questions absolument impossibles à vous deux. Guy Martin, tout d'abord,
votre première émotion culinaire autour du poisson? C'était forcément là-haut du côté de Bourg-Saint-Maurice. Ouais, c'était les truites, hein. La fario, les truites de rivière. Et tout simplement, alors deux façons, ou cuit meunière ou truite au bleu, ça se faisait beaucoup à l'époque. Avec du bleu de Termignon? Avec, si possible, du bleu de Termignon. Alors ça, c'est juste formidable, ouais. De chez Catherine, là-haut. Oui, bien sûr. Et ça, c'était vraiment les premières. Mais tous les poissons de lac, on allait aussi pêcher, on allait taquiner un petit peu. Il y avait des écrevisses à l'époque. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, je dois dire aussi la bouillabaisse. La bouillabaisse, dès que j'ai pu rentrer, une fois, je suis allé dans le sud et j'avais pas beaucoup d'argent, tout ça. Et j'avais demandé à des gens du cru où je pouvais manger une bonne bouillabaisse. Et ils m'ont dit, prenez l'accent et demandez une bonne bouillabaisse, elle sera bonne. Donc j'arrive dans un restaurant, je demande avec l'accent une bonne bouillabaisse et pas du surgelé, j'ai dit. Et le chef a été vexé, et à juste titre, et m'a amené un torpilleur avec tous les poissons frais. Et il m'a fait une bouillabaisse. Donc c'est aussi génial parce que ce sont des plats de partage. Vous voyez, c'est un peu comme le pot-au-feu, comme la blanquette. Des plats de partage comme ça aussi, c'est vraiment bien. Gérard, alors vous, votre souvenir, ça doit remonter à il y a des années, hein. Il avait 5 ans, le petit Romiti. Oui, c'est vrai. Moi, mon premier souvenir de pêche, c'était à la pointe de la jetée. J'étais avec ma canne et je ferre un poisson. J'ai appâté avec du bigorneau, je ferre un poisson. J'arrivais pas à le sortir de l'eau. Et je vois le bateau de mon père et de mon oncle qui rentre. J'étais fier, tu vois. Et j'ai sorti, c'était une vieille qui devait faire 1 kilo. J'étais tout fier, bon. Et ma mère l'a prise, elle est allée au marché de Bastia, elle a vendu, et quand elle est revenue, elle m'a donné une pièce de 5 euros. C'est cette pièce en argent. Je l'ai toujours, la pièce. 5 francs 5 francs. 5 francs en argent. Et j'ai compris aussi le rapport qualité-prix et ce que ça pouvait donner et où ça pouvait amener. Et au niveau du goût, au niveau de la cuisson, votre première émotion de poisson, c'est avec je sais pas, un barbecue avec les herbes du maquis Mais chez moi, ma mère m'a élevé à la soupe de poisson dans le biberon. On mangeait du poisson. À la maison, on mangeait, et je me souviens des années, je rentrais de l'école, j'ai dit, mais tu as encore fait de la langouste, mais j'en pouvais plus. Je comprends que ça doit être dur à supporter. Non, mais c'est dingue, des trucs dingues. C'est comme le cabillaud. Le cabillaud, c'était le plat des pauvres. Aujourd'hui, une morue, et si elle est salée, ça dépend par qui, et si elle est bien faite, c'est extraordinaire. En conclusion, ce qu'on peut dire, hein, Guy Martin, côté cuisson du poisson, c'est un petit peu ce que disait Jean-Paul II à une certaine époque, n'ayez pas peur. On risque pas de se tromper en faisant du poisson. Non, n'ayez pas peur, et surtout, si possible, servez-le nacré, pas trop cuit. Maintenant, si on l'aime cuit, il faut se faire plaisir, mais pas trop cuit, servi bien nacré, pas trop assaisonné, c'est juste très bon. Avec des cuissons lentes. Maintenant, c'est très à la mode, les cuissons lentes à basse température. Oui, mais à la maison, c'est pas toujours facile d'avoir des cuissons lentes à basse température, mais si on va cuire le poisson de quelque façon que ce soit qu'on le cuit, mais peut-être dans le conseil d'achat, peut-être acheter un poisson toujours un petit peu plus épais qu'un peu plus fin, si c'est possible, et puis juste cuit, pas trop le cuire. Et si je veux acheter un poisson en ce moment qui est au top de sa forme, Gérard, c'est lequel? Pour moi, c'est le Saint-Pierre. C'est le poisson que Saint-Pierre a relâché, qui a le pouce et l'index. Et vous le préparez comment, le Saint-Pierre? Moi, au four, avec des petits légumes de saison et un bon vin blanc du Cap Corse. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Guy Martin, merci Gérard Romiti d'avoir participé à ce numéro exceptionnel de la pêche en question. Merci aussi à Pascal Berthelot qui était en duplex du stand de Pavillon France. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Campagne TV. À bientôt.